Bonjour, chers participants, distingués invités. Je me présente, Dina Mansour, et je suis conseillère en développement des marchés internationaux au service Accélère de la Chambre de commerce Montréal métropolitain. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire Rencontre internationale Desjardins. Ceci est le 6e de notre série sur les institutions financières internationales. Le thème d'aujourd'hui porte sur le pôle de l'énergie en Afrique de l'Ouest de la Banque mondiale. Alors, permettez-moi tout d'abord de remercier nos partenaires qui ont rendu cet événement possible, en commençant par Desjardins, notre commanditaire en titre, nos collaborateurs Exportation et Développement Canada, ainsi que la presse, et notre partenaire Développement économique Canada pour les régions du Québec pour son soutien à l'ensemble de nos activités en commerce international. Je voudrais également remercier le Bureau de liaison avec les institutions financières internationales de l'ambassade du Canada à Washington pour leur contribution à l'organisation de cette sous-série d'événements sur les institutions financières internationales, ainsi que le groupe de la Banque mondiale. Alors, les experts invités d'aujourd'hui sont Julie Mann, déléguée commerciale pour les institutions financières internationales à l'ambassade du Canada à Washington, Laura Dorling-Van der Oud, conseillère senior au bureau du directeur exécutif pour le Canada, l'Irlande et les Caraïbes du groupe de la Banque mondiale, ainsi que Charles Cormier, directeur sectoriel énergie et industrie extractive dans la région de l'Afrique de l'Ouest au groupe de la Banque mondiale. Avant de commencer, je vous invite à prendre un moment pour vous familiariser avec les outils dont vous disposez. Si vous avez des questions à poser, veuillez s'il vous plaît les écrire dans la boîte questions et réponses. Celle-ci est située au bas de votre écran au centre et nous allons y répondre à la fin de la présentation lors de la période des questions et réponses. Nous vous invitons aussi, s'il vous plaît, à indiquer idéalement à qui votre question s'adresse. Il y a aussi un sondage en cours que nous vous invitons fortement à remplir afin de nous aider à veiller à l'atteinte de nos objectifs à l'interne. Permettez-moi maintenant de vous présenter notre première experte invitée d'aujourd'hui, Madame Julie Mann. Julie Mann, elle appuie le bureau de liaison avec les institutions financières internationales du Canada à Washington et l'équipe de développement du commerce international de l'ambassade du Canada depuis plus de 25 ans. Bonjour, Julie. Merci, Dina. Bonjour. Et merci aussi à la Chambre de commerce de Montréal pour le soutien pour cet événement et pour nous recevoir ce matin. Je suis Julie Mann, déléguée commerciale au bureau de liaison avec les institutions financières et je suis basée à l'ambassade du Canada à Washington. Avancez, s'il vous plaît. Une autre fois, s'il vous plaît. Ça, c'est l'ordre de jour pour les présentations que vous allez avoir aujourd'hui. Et je vais commencer. Alors, avancez une autre fois. Commençons avec le rôle du BLEFI. Le délégué commercial de BLEFI travaillait en étroite collaboration avec les IFI et nous pouvons conseiller les entreprises canadiennes sur les meilleures façons de travailler avec eux. On peut vous aider à évaluer votre potentiel de marché pour les IFI, identifier les contacts clés aux soins des IFI et vous mettre en contact avec eux. On peut vous aider à résoudre les problèmes, que ce soit des questions sur le processus de procurement, des problèmes de paiement ou si vous tout simplement ne savez pas comment procéder pour engager avec les IFI. Nous aidons à coordonner la participation canadienne à des événements clés et aussi nous organisons également des événements avec les IFI pour la sensibilisation au Canada. Et nous faisons aussi la diffusion des occasions d'affaires. Et notez, nos services sont gratuits. Nous vous demandons seulement de nous faire part de vos succès. Avancez, s'il vous plaît. L'ensemble du réseau STC est présent dans 160 pays, mais les bureaux de BLEFI se trouvent seulement dans les pays où les IFI ont leur siège, comme illustré ici. Avancez, s'il vous plaît. Tandis que l'ensemble du réseau STC ne couvre quelques secteurs de priorité dans le marché d'accréditation, les BLEFI n'ont pas de secteur de priorité, mais plutôt des institutions spécifiques que nous soutenons dans tous les secteurs qui s'alignaient avec les IFI. À BLEFI Washington, je suis membre d'équipe
avec Leah Johnston, qui est aussi déléguée commerciale. Et nous sommes responsables pour la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement, les agences américaines de développement international, tandis USAID et Millennium Challenge Corporation, et de manière réactive, les agences des organisations des Nations Unies basées à New York. Nous avons des collègues à Manille, responsables pour la Banque asiatique de développement, un collègue à Beijing, responsable pour la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, un collègue à Abidjan, responsable pour la Banque africaine de développement, et aussi à Bridgetown pour la Banque de développement des Caraïbes. Notre bureau peut vous connecter à n'importe quel membre de réseau STC, y compris les membres les plus récents de notre réseau, les délégués commerciaux qui soutiennent les financements climatiques, basés à Washington, Manille, Abidjan et Londres. Avancez, s'il vous plaît. Maintenant, juste quelques mots pour le réseau d'agents de liaison avec le secteur privé, ALSP ou en anglais PSLO. Un réseau complémentaire, le ALSP consiste de plus de 150 organisations commerciales intermédiaires dans plus de 98 pays. Créé il y a environ de 20 ans par le groupe de la Banque mondiale, et l'objectif du réseau était pour connecter et faciliter une façon pour communiquer avec le secteur privé. Le rôle, c'était pour faciliter les contacts des entreprises locales avec le groupe de la Banque mondiale et l'accès aux occasions des affaires du groupe de la Banque mondiale. Agir comme la voix de le secteur privé national et pour conseiller le groupe de la Banque mondiale pour la manière de mieux faire participer les entreprises dans les enjeux de développement et diffuser au secteur privé la connaissance de les domaines d'intérêt du GBM. Au Canada, il y a 7 ALSP présentement et pour le Québec, vous avez notre hôte aujourd'hui, Dina Mansour, à la Chambre de commerce de Montréal. Avancez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est un IFI? Les IFI fournissant une aide financière aux pays en développement afin de promouvoir le développement économique et social. Les IFI financent surtout des grosses infrastructures et d'autres projets de développement par des prêts à faible coût, des crédits et des subventions aux pays clients. Mais à part des secteurs d'infrastructure qui comprennent l'énergie, le transport, l'eau et l'assainissement, les IFI sont également actifs dans les secteurs de la santé, l'éducation, les technologies d'information et tout le reste. Ils sont mondiaux ou régionaux. Par exemple, le groupe de la Banque mondiale est actif dans toutes les régions du monde, tandis que la Banque interaméricaine de développement n'est active seulement en Amérique latine et les Caraïbes. Avancez, s'il vous plaît. Les IFI ont des caractéristiques semblables. Les membres comprenant à la fois des membres prêteurs ou donateurs et des pays membres emprunteurs. Le Canada est membre donateur de toutes les grandes IFI qui permettent aux entreprises canadiennes d'avoir accès et de travailler avec chacun de eux. Plusieurs comprenant des agences d'investissement qui se spécialisent dans le développement du secteur privé. À la groupe de la Banque mondiale, c'est le SFI ou la Société financière internationale. À la Banque interaméricaine de développement, c'est IDB Invest. Ils fournissent des services financiers, techniques, consultatifs aux pays clients et jouent un rôle précieux dans la recherche et la coopération liée aux enjeux de développement. Et les IFI ne sont pas seulement des prêteurs financiers. Ils sont aussi des groupes de réflexion sur le développement. Leurs personnels sont des experts dans leur domaine et ils sont toujours à la recherche des idées nouvelles et innovantes pour accomplir leurs objectifs de relever ou soulager le défi de développement pour tous. Avancez, s'il vous plaît. En règle générale, les prêts sont associés à des projets et des plans de mise en œuvre bien définis, ainsi que des résultats qui permettent d'atteindre des résultats de développement et des indicateurs de performance mesurables. Leur structure opérationnelle et leur politique de passation de marché sont de plus en plus harmonisées. Si vous connaissez ou travaillez déjà avec une IFI,
vous pouvez vous attendre que travailler avec un autre serait semblable. Les emprunteurs concluaient la majorité des occasions de passation de marché et se trouvaient des marchés opérationnels ou des marchés publics. C'est-à-dire les pays emprunteurs gèrent la passation des marchés et sont responsables de l'engagement des fournisseurs exécutant les contrats. Les occasions des affaires institutionnelles ou administratives qui passent directement avec les banques représentant une plus petite partie de contrat. Ce type d'approvisionnement vise à soutenir les opérations des IFI, mais peut également inclure des services de conseil soutenant les personnels des IFI, soit à leur siège ou dans leur bureau de pays. Avancez, s'il vous plaît. Pourquoi devriez-vous considérer des projets des IFI? Les IFI fournissant une aide financière à plus de 100 pays en développement, ce qui représente des centaines de projets approuvés chaque année pour d'éventuelles occasions d'affaires dans les marchés émergents. C'est une façon moins risquée de rentrer dans les marchés émergents et les projets respectant les politiques de prestation de marché des IFI, qui sont publiés et accessibles à tous et sont justes, favorisant la transparence et l'intégrité et sont favorables aux entreprises. À ce point, je vais céder la parole à Dina pour introduire notre prochaine invitée, Laura. Dina, à toi. Merci beaucoup, Madame Mann, pour avoir introduit les institutions financières internationales ainsi que le bureau des OLIFI. Alors, notre prochaine panéliste est Madame Laura Dorling van der Oort, qui vous fera un aperçu sur le fonctionnement de la Banque mondiale. Elle s'est jointe au bureau du directeur exécutif pour le Canada, l'Irlande et les Caraïbes au sein du groupe de la Banque mondiale en 2012 et dans l'exercice de ses fonctions de conseillère senior, elle gère les responsabilités du conseil d'administration et examine les investissements faits dans les pays en développement qu'appuient la Banque mondiale, la Société financière internationale et l'Agence multilatérale de garantie des investissements. Elle gère également la programmation du secteur privé et l'engagement des clients afin de promouvoir les marchés mondiaux en lien avec les occasions d'approvisionnement et d'investissement dans les pays en développement. Alors, Madame Dorling, à vous la parole. Merci beaucoup, Dina. En fait, bonjour. C'est vraiment un plaisir d'être ici avec vous, en fait, dans ce format virtuel. En fait, j'aimerais aussi remercier tous les partenariats, en fait, et la Chambre de commerce Montréal métropolitaine et tous les participants avec nous aujourd'hui. Nous sommes vraiment chanceux d'avoir Julie Mann, aussi Charles Cormier avec nous aujourd'hui pour cette session. En fait, je vais prendre juste quelques minutes juste pour expliquer et présenter en fait le mandat du groupe de la Banque mondiale, aussi la structure du groupe de la Banque mondiale et aussi partager avec vous quelques priorités canadiennes. En fait, par exemple, juste hier, la Banque mondiale a annoncé le plan d'action pour le changement climatique. Alors ça, c'est un lien qu'on peut partager avec vous après l'événement ce matin. Mais pour commencer, j'aimerais expliquer un peu le mandat. Alors, nous allons voir dans le prochain diapo les deux objectifs ambitieux qu'on a à la Banque mondiale. En fait, premièrement, c'est pour mettre fin à l'extrême pauvreté d'ici 2030 et aussi pour promouvoir une prospérité partagée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, pour nous, ça veut dire qu'on devrait passer de 18% en fait à 3% de la population mondiale d'ici 2030. Alors, c'est évident que c'est plus ambitieux maintenant à cause de la pandémie. On a beaucoup plus de travail à faire dans les prochaines années. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour promouvoir une prospérité partagée? Pour nous, ça veut dire qu'on a envie d'accroître les revenus des 40% les plus pauvres dans chaque pays, en fait, pour travailler avec tous les pays membres du groupe de la Banque mondiale. Alors, si on voit la structure du groupe de la Banque mondiale, c'est important pour comprendre qu'on a vraiment 5 institutions que vous allez voir dans la prochaine diapo. En fait, si on regarde le groupe de la Banque mondiale, on a les 5 institutions. Premièrement, je devrais expliquer que quand on se parle de la Banque mondiale, ça, c'est ce qu'on fait avec les gouvernements, où nous travaillons directement avec les gouvernements. Et on fait ça avec IBRD et avec AIDA, en fait.
Ça, c'est la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Et ça, c'est qui accorde les prêts au gouvernement dans les pays à revenu moyen, en fait. Mais aussi, on a AIDA, et ça, c'est où on travaille avec l'Association internationale de développement qui accorde les prêts sans intérêt, qui appelle des crédits, et les dons au gouvernement dans les pays les plus pauvres. Alors, c'est important pour comprendre ça parce qu'en fait, pour nous, ça veut dire qu'on travaille avec les gouvernements, mais aussi on a deux autres institutions où nous pouvons travailler directement avec le secteur privé. En fait, pour nous, on a IFC, en fait, qui est la Société financière internationale, où nous pouvons investir directement dans des entreprises, en fait, pour appuyer le secteur privé. Mais aussi, on a l'Agence multilatérale des garanties et des investissements. Et ça, c'est aussi important parce qu'on peut offrir aux investisseurs et aussi aux prêteurs une assurance, en fait, des garanties contre les risques politiques. Je devrais mentionner aussi que la cinquième institution qu'on a, en fait, c'est CIRDI, en fait, c'est le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements pour faciliter l'investissement étranger. Aussi, le CIRDI fait partie du groupe de la Banque mondiale. Alors, j'ai laissé l'explication avec vous dans le prochain diapo, que vous pouvez faire la référence au futur. Mais si on regarde le portefeuille d'engagement dans le prochain diapo, c'est important pour voir qu'on est vraiment une banque qui gère les opérations avec des gouvernements, avec le secteur privé au niveau mondial. En fait, on a 33% des opérations dans l'année passée, en fait, l'année fiscale 2020 pour nous. Juste pour la Banque mondiale, on a 33% en Sub-Saharan Africa. Alors, c'est vraiment un plaisir d'être ici avec Charles aussi aujourd'hui qui va expliquer beaucoup de travail vraiment important qui gère avec l'assistance de la Banque mondiale dans ces pays, dans le secteur énergétique. Si on regarde le prochain diapo, j'aimerais juste partager avec vous quelques exemples des priorités canadiennes. Comme c'était déjà mentionné, on a le bureau d'administrateur canadien où on représente Canada, Irlande et 11 pays de Caraïbes, en fait, pour un total de 13 pays. En fait, pour nous, clairement, c'est important la gouvernance, aussi le financement, aussi le développement durable. Dans ce contexte, pour nous au Canada, en fait, c'est vraiment important. C'est une de nos priorités pour avoir des investissements climatiques, et aussi pour appuyer la transition énergétique et aussi pour appuyer des énergies renouvelables. J'ai déjà mentionné qu'on a le nouveau plan d'action pour le changement climatique et c'est vraiment important pour nous qu'on va continuer dans cette direction ici dans le contexte du groupe de la Banque mondiale. Aussi, une autre priorité pour nous, c'est le financement de développement innovant. En fait, pour nous, ça veut dire financement mixte, aussi financement climatique. Et aussi, on parle de ça, l'engagement avec le secteur privé. C'est clair qu'on devrait travailler ensemble entre les gouvernements et avec le secteur privé dans les investissements comme tel pour promouvoir plus d'investissements climatiques aussi dans le secteur énergétique. Alors aussi, on a la politique de développement, en fait, féministe en action. Et le groupe de la Banque mondiale est vraiment un grand partenaire pour nous au Canada pour avancer ces objectifs. Par exemple, l'égalité des genres et autonomisation des femmes, et aussi pour promouvoir la paix et la sécurité. Alors, c'est juste pour mentionner quelques priorités canadiennes. J'aimerais laisser quelques liens pour vous, en fait, dans le prochain diapo. Si on regarde les liens ici, vous pouvez faire les recherches après pour voir exactement où sont des opportunités pour vous, en fait. Voici les liens pour réparer des occasions d'affaires. Il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles sur le site web et j'aimerais laisser les deux prochaines diapos aussi, en fait, juste comme référence pour vous, pour faire des recherches après pour identifier les opportunités pour vous dans des pays et même dans des secteurs. Alors, avec ça, je vous laisse et je vais vous remercier encore, Dina, et on attend la bonne présentation de Charles. Merci. Merci encore à vous, Madame Dorling. Et bon, j'espère que cette première partie a permis aux participants de bien saisir la structure de la Banque mondiale. À titre de rappel aussi, vous allez recevoir les diapositives qui sont présentées aujourd'hui par courriel à partir de demain.
Vous allez les recevoir d'un courriel de la part de Zoom qui est automatisé. Alors, notre prochain expert invité que nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui est M. Charles Cormier. Il vous présentera aujourd'hui plus spécifiquement le portefeuille de l'énergie de la Banque mondiale en Afrique de l'Ouest. Il compte plus de 30 ans d'expérience dans les domaines des infrastructures et du développement durable, dont 20 ans à la Banque mondiale. À son poste actuel de directeur sectoriel de l'énergie en Afrique de l'Ouest, il veille à soutenir la région la plus pauvre du monde dans ses efforts pour obtenir l'accès universel d'ici 2030, à développer l'infrastructure et le cadre stratégique nécessaire pour favoriser un marché régional de l'électricité en Afrique de l'Ouest et à élaborer des solutions intégrées pour une transition vers des énergies plus propres. Alors, Monsieur Cormier, bonjour. Bonjour Dina, bonjour tout le monde. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de se joindre à vous. Donc, un gros merci à la Chambre des commerces du Montréal métropolitain pour avoir organisé cette réunion virtuelle. Je vais partager mon écran une seconde. Si ça marche. Voilà une seconde. Excusez-moi. Alors là, je ne réussis pas à partager. Je ne sais pas si... Dina. Oui, on non, voit ça va. Vous le bien. voyez. OK, d'accord. On voit, Excusez-moi. mais il Je faudrait le vois. mettre en mode... Faudrait le mettre Voilà. Parfait. Donc, on est prêt. Alors, aujourd'hui, je voulais parler du travail de la Banque mondiale pour aider les pays africains à atteindre l'accès universel à l'énergie durable, fiable et moderne. Donc, c'est l'objectif de développement durable numéro 7. Je pense qu'il y a eu beaucoup de travaux sur cet objectif dans les autres régions, donc notamment en Asie dernièrement, durant les 10 dernières années. Et si on veut atteindre cet objectif très important, il faut surtout travailler pour l'Afrique parce que l'Afrique est un peu en recul. Donc, c'est un peu ça. J'avais parlé de 3 choses, donc des défis de l'Afrique pour atteindre cet objectif. Je vais aussi parler des raisons pour être optimiste parce qu'il y a on est dans une technologie disruptive. On a parlé d'énergie renouvelable. On est dans un secteur où il y a beaucoup de technologies disruptives. Donc, il y a matière à être optimiste. Et troisièmement, je voulais parler aussi, disons, des stratégies que l'Afrique a pour atteindre ses objectifs et du travail de la Banque pour appuyer ces pays. Donc, voilà. Donc, pour les défis, donc, c'est clair que il y a quand même encore 600 millions de personnes en Afrique subsaharienne qui n'ont pas accès à l'électricité, c'est-à-dire que le taux d'accès est environ de 48%. Et ce qui m'a beaucoup choqué quand j'ai commencé à travailler en Afrique, c'est que les Africains payent parmi les prix les plus chers, donc 2 fois supérieurs à ce qu'on voit à la moyenne mondiale. Et aussi, ils ont des consommations qui sont très, très pauvres, donc à 5% de la consommation qu'on voit en Amérique du Nord et 10% qu'on voit en Europe. Donc, ce sont des problèmes qui sont importants parce qu'on n'a pas beaucoup de revenus dans les sociétés d'électricité. En plus, l'Afrique est un continent qui est très dynamique, il y a beaucoup d'investissements, le PIB a été une très bonne croissance depuis quelques décennies et on parle beaucoup de capital humain, mais par contre, on se rend compte qu'il n'y a pas d'électricité normalement, notamment pour les écoles, donc 75% des écoles n'ont pas accès à l'électricité et on est en pleine pandémie, on se rend compte que 68% des centres de santé n'ont pas accès à l'électricité. Les pertes économiques pour cette pauvreté énergétique sont importantes, donc 4% du PIB dans certains pays, c'est énorme. Et donc, tout ça pour dire qu'aussi, on est très préoccupé que l'Afrique pourrait être exclue de l'exploitation de la technologie, notamment sur l'économie numérique, si on n'a pas si on ne trouve pas des solutions pour augmenter l'accès. Donc, c'est un défi inachevé. Pour l'Afrique de l'Ouest, il faut dire que c'est un peu réparti.
La plupart des gens qui sont dans les capitales de l'Afrique de l'Ouest ont accès, ils ont des très bons taux d'accès. Et dans les régions rurales, on voit des taux d'accès très, très pauvres, de 5% au moins. Et entre les pays, il y a beaucoup de disparités. Donc, il y a le Gabon qui a un taux d'accès très élevé à 92%, le Cap-Vert aussi, mais notamment, il y a des pays qui sont qui ont des taux d'accès très, très bas, c'est aberrant. Le Tchad et la République centrafricaine qui est en Afrique centrale de 8%, donc c'est très, très bas. Donc, 7 des 22 pays ont des taux d'accès de 30% ou moins. Donc, ce sont des taux très, 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 très bas. Il y a aussi il y a des pays où la population il y a beaucoup plus de population. Donc, si on parle ma collègue Laura parlait de réduction de pauvreté et de promouvoir la prospérité partagée. Donc, si on veut atteindre beaucoup plus de gens, il faut aussi faire des investissements sur les pays les plus peuplés. Donc, les pays où la plupart des personnes, donc une majorité des personnes n'ont pas accès, sont le Nigeria, le Niger, le Burkina et le Tchad. Mais dans l'ensemble d'Afrique de l'Ouest, il y a presque tous les pays ont des défis d'accès à l'électricité, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Alors, j'ai parlé tantôt de pauvreté. Alors, Dina disait que l'Afrique de l'Ouest est la région la plus pauvre du monde, et c'est vrai. Donc, et ce qui est choquant, c'est que en fin de compte, même avec les technologies disruptives dont je mentionnais, avec tous les découlés qu'il y a eu sur le marché solaire, il y a quand même, c'est pas abordable pour tous. Donc, dans l'ensemble des pays, si on demande un service de 4 heures, c'est abordable pour la plupart des gens, ce qu'on appelle des kits solaires ou des panneaux solaires à l'entrée. Mais si on demande des services avec beaucoup plus de services de 8 heures ou de 16 heures, ça devient de moins en moins abordable. Donc, c'est un problème aussi pour les sociétés comme la nôtre qui essaient de réduire la pauvreté. Donc, il y a ce problème. Et deuxièmement, ce que je voulais dire à gauche, on parle aussi des coûts de connexion. Donc, les coûts de connexion sont pas toujours abordables. Donc, seulement dans la moitié des pays, on voit que les gens puissent, une fois que la ligne arrive dans leur village ou qu'ils puissent se permettre de payer les frais de connexion. Donc, c'est un problème. Et deuxièmement, il y a des pays qui n'ont pas des tarifs sociaux. Donc, alors, c'est une politique qui est importante parce qu'une fois qu'on est connecté, s'il y a une subvention pour la connexion, souvent les gens ils sont assez pauvres, donc ils ont des consommations très, très minces et il faudrait avoir des tarifs plus bas pour ces gens qui sont là. Donc, quand on fait une politique énergétique, en Afrique, il faut prendre en compte tous ces problèmes de pauvreté et d'assurer que tous pourraient avoir service. Donc, c'est un problème d'assurer qu'une politique soit inclusive. Et l'autre point qui est super important de signaler, c'est que COVID a vraiment, on le sait tous, a touché le monde entier. Ici aux États-Unis, on est maintenant, je ne sais pas, à 54% des gens qui sont vaccinés. En Afrique, on voit des taux de 2%, c'est très faible. Par contre, il y a eu beaucoup moins de gens atteints, mais quand même, c'est une pandémie qui n'a pas encore fini son cours. Donc, les pays se sont tous dotés de politiques de confinement. Donc, il y a vraiment la première récession en Afrique depuis 25 ans. Donc, avant la pandémie en 2012, on voyait des taux de croissance au niveau de l'ensemble des pays de 3,2 et on voit que la crise a chuté le PIB de 2,5%. Et si on envisage une pandémie qui pourrait avoir une durée beaucoup plus longue, ça pourrait être encore pire. Donc, vous voyez les chiffres, je vois et le secteur d'énergie a été particulièrement touché parce que plusieurs pays ont donné ont permis aux gens de ne pas payer leur électricité pendant un ou deux mois ou quelques mois pour pouvoir réduire les impacts de cette pandémie sur
la trésorerie de chaque ménage. Donc, ça a été ça. Je voulais aussi signaler qu'un des gros volets de la banque, et pour attirer le secteur privé comme vous, il faut s'assurer que les sociétés d'électricité puissent payer leurs fournisseurs. Donc, c'est ça, un des gros travaux qu'on fait, c'est essayer de s'assurer qu'il y a un équilibre financier dans les pays. C'est ça le gros programme de la Banque sur les réformes dans le secteur de l'électricité. Et je voulais signaler que la pandémie a un impact parce qu'avant la pandémie, on voyait que peut-être le tiers des sociétés étaient à l'équilibre et pouvaient payer, par exemple, leurs factures courantes. Et aujourd'hui, on pense que ça a chuté à 18%, donc à cause des problèmes que j'ai dit, que les gens ne payent pas leur électricité ou ne peuvent pas se permettre de payer l'électricité. Par contre, en Afrique subsaharienne, il y a quand même beaucoup de dynamisme d'investissement. Donc aujourd'hui, j'ai les chiffres ici pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne, 40% de la production d'électricité est fournie par des IPP, donc par le secteur privé qui ont des contrats d'achat. Et c'est à peu près la même chose pour l'Afrique de l'Ouest. Les chiffres sont semblables de 40%. On voit qu'il y a eu des investissements de 38 milliards de dollars dans l'approvisionnement d'électricité en Afrique subsaharienne. Et donc, c'est un investissement à risque durant ces mois de pandémie et de confinement. Par contre, je voulais aussi signaler que la raison pour laquelle la Banque appuie beaucoup les pays sur l'accès à l'électricité en Afrique, c'est qu'on voit beaucoup d'optimistes. De notre côté, on trouve que finalement, presque tous les pays, il y a un leadership dans ce secteur, c'est-à-dire qu'on attire beaucoup de gens qui ont des capacités et il y a une vision dans la plupart des pays d'atteindre l'accès universel. Donc, c'est pas seulement ça vient pas seulement des Nations Unies ou de programmes internationaux, mais bien dans chaque pays, c'est un sujet qui est très courant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la décarbonisation, donc Laura parlait du plan d'action de changement climatique de la Banque et tout ce qui a été fait sur la Convention de cadre des changements climatiques et l'accord de Paris, tout ça, il y a eu des investissements importants pour réduire les coûts. Donc, le coût du solaire, des photovoltaïques a baissé de 90% depuis une décennie. Les coûts d'éolien ont baissé de 75% et même le stockage, qui est quand même pas toujours concurrentiel avec les technologies habituelles, les technologies thermiques. Les coûts de stockage, quand même, ont baissé de 50% depuis 18 mois. Donc, c'est intéressant pour les Africains parce qu'ils peuvent se permettre de faire un bond et de prendre ces nouvelles technologies qui sont quand même abordables. Il y a beaucoup de nouveaux modèles financiers, donc le paiement mobile et ce genre de choses, donc qui est intéressant et de planification qui permet à faire des bons investissements et pas d'assurer que les investissements sont rentables. Et il y a toutes sortes d'approches programmatiques. Donc, on trouve que les pays, de notre côté, la façon que la Banque mondiale et que les autres bailleurs fonctionnent, c'est qu'on a des accords de partenariat pour des périodes déterminées, dans notre cas 4 ans, et on est souvent sollicité par les ministres des Finances pour appuyer les pays sur le secteur de l'énergie, surtout durant les quelques années précédentes, et on voit un besoin dans les prochaines années pour atteindre l'accès universel d'ici 2030. La Banque mondiale travaille dans presque tous les pays de l'Afrique subsaharienne. Vous voyez ce qui est en bleu, c'est-à-dire tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, on a des investissements et de plus en plus, on a des projets ciblés sur l'accès. Je pense que la carte va tourner plutôt vers le jaune, comme je vais vous expliquer dans les prochaines diapos. Et une raison pourquoi on voit que les pays sont intéressés eux-mêmes par cet objectif d'accès universel, c'est que c'est des raisons pour lesquelles on a déjà discuté, c'est-à-dire s'assurer que les femmes participent à l'économie, donc il faut avoir de l'électricité et il faut avoir un développement inclusif. C'est un secteur qui est important pour le développement économique, la diversification économique. On voit au Tchad, par exemple, un pays qui est presque complètement dépendant du pétrole. Par contre, il y a beaucoup de PME et il y a des choses à faire pour
pour développer le secteur agricole. Et dans toute l'Afrique, le secteur agricole est très important au niveau du PIB aussi, des emplois. Donc, si on peut avoir beaucoup plus de consommation d'électricité et d'approvisionnement d'électricité, on peut transformer les produits et avoir accès à des plus grands marchés. Donc, c'est un secteur, et c'est la même chose pour les PME. Donc, l'électricité est importante pour le développement économique. C'est important pour la résilience aussi, pour quand il y a des désastres, il faut avoir l'électricité pour être résilient. Et finalement, ben, il y a des régions qui ne se développent pas parce que notamment, il n'y a pas d'emploi. Donc, on sait que l'énergie est un des éléments importants pour réduire la fragilité. Ce qui est intéressant aussi, on a parlé des coûts d'électricité, tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est que l'Afrique subsaharienne est quand même bien dotée de ressources naturelles et de ressources renouvelables. Le bouc énergétique, donc le mix énergétique en Afrique subsaharienne est déjà assez propre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hydro, 50, ça c'est les chiffres de toute l'Afrique, sauf hormis l'Afrique du Sud. C'est de 50% d'hydro, le 24% de gaz et du HFO, du diesel, donc du fioul lourd. C'est justement la stratégie, c'est de réduire d'éliminer complètement le diesel et l'HFO du mix énergétique et en plus du charbon pour pouvoir, parce que surtout le diesel et le HFO exposent les pays à des chocs de prix donc qui sont pas corrects. Et en fin de compte, il y a ce qui est un peu dommage pour l'Afrique, c'est qu'il y a beaucoup d'irradiation solaire, mais l'énergie solaire représente seulement 3% du mix énergétique. Et il y a matière à vraiment augmenter et d'accélérer cette transition énergétique. Mais c'est quand même intéressant de voir que l'Afrique subsaharienne a des ressources naturelles pour alimenter son électricité. Je voulais aussi noter que l'Afrique, sans l'Afrique du Sud, représente seulement 0,5% des gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc, ce n'est pas une grosse contribution. On a parlé, j'ai mentionné qu'il y a beaucoup de nouvelles technologies et beaucoup de technologies disruptives dans le secteur d'énergie, donc le solaire avec stockage, les compteurs intelligents, les comptages avancés, donc tout ça permet aux sociétés d'augmenter le recouvrement des coûts, donc de s'assurer que tout se paye, parce qu'on a ce problème en Afrique que c'est pas toujours facile de s'assurer que tous les consommateurs payent, mais avec tout l'économie numérique qu'on peut faire et les compteurs intelligents, c'est une façon d'augmenter les recettes pour les sociétés d'électricité. Le paiement mobile, super important. On voit surtout ça en Afrique de l'Est et je pense qu'il y a matière à développer des programmes en Afrique de l'Ouest pour le paiement mobile, c'est-à-dire que ça aide même pour les mini-réseaux et les petites entreprises à récupérer leurs coûts. Il y a beaucoup de technologies géospatiales pour la planification, donc qui nous permettent de bien cibler les technologies et les raccordements. Donc, c'est quand même super important. Donc, beaucoup de technologies disruptives. Et de plus en plus, je pense que vous allez voir, on voit bien qu'il y a une énergie distribuée. Donc, dépendamment de la densité de la population, on peut desservir une population par réseau et réduire les coûts. Il y a une économie d'échelle, mais il y a aussi tous les mini-réseaux quand une ville est isolée où les coûts sont très élevés pour raccorder cette ville à un réseau national qui peut être très loin. Il y a matière à faire des petits mini-réseaux pour approvisionner des villages ou même des villes de 10 000 ou plus de personnes. Et notamment, comme on voit de plus en plus aussi en Amérique du Nord, ben, tous les kits solaires, les panneaux solaires qui sont disponibles dans le marché ont aussi un rôle à jouer en Afrique subsaharienne. Donc, il y a vraiment un gros marché excusez-moi, pour les kits solaires. Donc, voilà. Et je parlais tantôt de technologie de géospatiale. Alors, on a fait une analyse au niveau de l'Afrique subsaharienne et on se rend compte que environ 40% des gens pourraient être approvisionnés par des systèmes en réseau
et 60% par le réseau. C'est une analyse très, très détaillée et quand on investit dans un certain pays, on la refait même encore plus détaillée, même pour chaque maison peut être identifiée pour la solution de chaque consommateur pour voir si c'est à moindre coût un réseau ou un hors réseau ou quel genre de hors réseau. Et donc, ces technologies sont disponibles maintenant, donc ça réduit les coûts de beaucoup. Par exemple, l'utilisation des hors réseaux pour réduire les coûts d'éducation en Afrique de 2 tiers. Donc, c'est vraiment une technologie très, 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 très disruptive. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui ont des politiques qui sont propices à l'investissement du privé. Donc, il y a une analyse d'ESMAP. ESMAP, c'est un groupe de bailleurs qui se sont regroupés depuis que ça existe depuis 40 ans, qui appuie les assistances techniques pour justement informer non seulement les investissements de la banque, mais aussi le marché. Et le Canada fait notamment partie d'ESMAP et vous avez accès à tout ça. Mais vous voyez ici qu'il y a plusieurs pays, même en Afrique de l'Ouest, qui ont des bonnes politiques pour l'accès, c'est-à-dire qu'ils ont en place des plans d'électrification, qui est approuvé disons, par tous les décideurs du pays, qu'il y a des prospectus d'investissement qui identifient certains projets qui sont disponibles et tout ça. Donc, et par contre, il y a des pays, comme vous voyez, qui sont dans le rouge ou dans le jaune. Et justement, le travail de la Banque mondiale et des autres bailleurs, c'est de s'assurer que ces pays sont appuyés pour qu'ils puissent avoir les instruments diagnostiques possibles pour accélérer dans l'accès. Je voulais aussi mentionner qu'il y a quand même du secteur privé dans l'Afrique. J'ai mentionné qu'il y avait 38 milliards d'investissements dans l'ITP. Et quand on fait un sondage, vous voyez les chiffres ici sur les investissements privés en énergie. Donc, on a les chiffres jusqu'en 2019. Donc, ça représente en 2019 un milliard de dollars. C'est surtout dans la production et dans leur réseau, c'est-à-dire les solaires et les mini-réseaux. Un peu plus d'intérêt sur les réseaux de distribution, le transport moins et sur le détail un peu moins. Mais il y a beaucoup d'intérêt du privé sur les investissements dans la production et dans les mini-réseaux. Sur les mini-réseaux, juste pour dire qu'on a la banque, je pense, finance 40%, la Banque mondiale finance 40% de tous les mini-réseaux du monde. En fin de compte, c'est qu'on a des différents modèles qui sont des partenariats privés-publics. Et de plus en plus, on cherche des solutions pour réduire les coûts et s'assurer que le privé prenne de plus en plus de place dans ces marchés. Donc, on a des programmes assez intéressants dans ça. Alors, je voulais terminer avec juste un aperçu alors j'ai parlé des défis et finalement de toutes les technologies qui sont disponibles, donc qui nous permettent de penser que l'Afrique pourrait justement atteindre cet objectif d'accès universel. Alors, je voulais parler un peu des stratégies et des coûts de ça et qu'est-ce que la banque fait. Selon notre analyse qui est tout récente, on pense qu'on a besoin de 95 milliards de dollars d'investissement pour atteindre l'accès universel d'ici 2030. Et comme vous voyez, il y a des pays qui ont besoin de plus d'investissements que d'autres, notamment le Nigeria, mais aussi d'autres, les pays qui ont des taux faibles d'accès, le Tchad, le Niger et le Burkina et les pays du Sahel. Alors, avec ça, on pense que, disons, les investissements devraient représenter à peu près 25% d'investissement du secteur privé, donc du 95 milliards, le quart viendrait du secteur privé. C'est une hypothèse en supposant que 80% de la production est basée sur le réseau et 50% sur les mini-réseaux. Alors voilà, c'est un peu ça. Et c'est beaucoup de financement, mais l'idée, c'est de développer les cadres réglementaires, les cadres de politique de développement pour s'assurer que les sociétés d'électricité soient viables et puissent payer leurs fournisseurs, donc qu'ils atteignent l'équilibre financier, et trouver des modèles pour que les subventions viennent surtout sur l'accès et pas sur les gens qui ont déjà des services. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et la banque et les autres bailleurs essaient de mettre en place les mécanismes dans les pays qui développent eux-mêmes leur diagnostic et leur stratégie et pour que les bailleurs sachent et les investisseurs sachent
à quoi s'attendre dans chaque pays. Donc, c'est ça un peu l'idée. Comme je disais, il y a des pratiques internationales qui se sont bien développées. Là, j'ai le Madagascar qui est en Afrique de l'Ouest, mais ça se ressemble, c'est-à-dire que il faut surtout, alors de notre côté, ce qu'on essaie de faire, c'est de surtout appuyer les pays à faire une planification sectorielle. C'est ça qu'on pense qui manque dans les pays ou qui est fautif. Alors, pour s'assurer que le développement se fasse à moindre coût et identifier les projets et les technologies. Donc, il s'agit d'une stratégie d'élification, alors, quels sont les objectifs d'inclusion et de subvention sur ce secteur? Quel est le plan d'élification? Donc, qu'est-ce qui va être fait dans les 5 ans, dans les 10 prochaines années, dans les 15 prochaines années? Donc, quelles sont les choses à faire à moyen terme, à court terme et à long terme? Il faut aussi regarder le plan de développement de production, donc ce qu'on appelle en anglais le Power Development Plan, donc un plan de développement à moindre coût pour voir quelle technologie sera utilisée pour s'assurer que les coûts restent quand même abordables. Et par la suite, ben aussi des prospectus d'investissement, c'est-à-dire des projets concrets où le pays puisse lancer des DAO. Donc, au lieu d'utiliser du gré à gré qui est fait très, très couramment en Afrique. De notre côté à la banque, ce qu'on finance, alors on est investisseur dans presque tous les volets du secteur, c'est-à-dire que surtout en distribution, comme je disais, on fait beaucoup de financement en accès, donc sur le secteur de distribution, que ce soit du réseau ou du hors réseau. Et même, je n'ai pas trop parlé, mais de la cuisson propre, qui est un problème aussi en Afrique où les gens utilisent des énergies, du bois qu'ils prennent des forêts qui contribuent à la déforestation du continent. Alors, on est surtout dans le système de distribution. Sur le transport, c'est quand même un monopole naturel, c'est-à-dire que normalement, on fait un système de transport national dans un pays et il y a quand même eu, dans certains cas, des lignes de transport qui sont financées par le privé, mais en Afrique, on n'a pas trop eu d'expérience là-dessus. Mais alors, la banque est très preneur sur les investissements de transport pour justement accélérer l'accès. Et sur la production, on pense, nous, qu'on devrait, pour maximiser les financements, avoir de plus en plus de production. Presque dans tous les cas, on essaie d'attirer un financement privé. Des fois, il faut dérisquer, donc on a des instruments pour dérisquer, notamment les garanties partielles, mais aussi dans quelques exceptions, on a fait des financements publics dans la production. Par exemple, en Gambie, quand le gouvernement ne peut pas se permettre de mettre une garantie souveraine derrière un IPP, on a décidé de financer en public une centrale solaire, mais nous, on pense que le secteur privé devrait financer la partie de production. Donc, on travaille très fort avec nos collègues de la SFI et de MIGA aussi là-dessus. L'autre point que je voulais dire, c'est que, comme j'ai dit auparavant, il faut s'assurer que les sociétés soient viables et qu'elles puissent payer leurs fournisseurs. Donc, un des gros travaux de la banque depuis 2 décennies, c'est justement sur les réformes pour la viabilité financière du secteur. On a plusieurs instruments pour atteindre cet objectif. On a ce qu'on appelle les appuis budgétaires. Donc, c'est un programme de réforme où la banque se met d'accord avec un pays sur le genre de réforme qu'il faut faire dans certains secteurs et on fait un financement au ministre des Finances pour appuyer le budget de l'État. Et c'est un instrument qui est très valable et productif. On a aussi un nouvel instrument qui s'appelle P4R, donc c'est un instrument où on paye une fois que les résultats sont atteints. Donc c'est un paiement contre résultat, on pourrait le traduire en français. Et on a aussi des instruments d'investissement classiques, des IPF, des investissements de projets. Et beaucoup d'assistance technique. Donc, ce qu'on appelle ASC, c'est des assistances techniques. Là, je vous donne un peu un aperçu du genre de programme de réforme qu'on fait dans le secteur d'énergie. Donc, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais je vous laisse avec ça dans
dans les acétates, c'est disponible. Mais alors, normalement, ce que les pays nous demandent, c'est justement la viabilité financière. C'est la dernière rangée, donc j'en ai déjà parlé. Les pays sont aussi très, très concernés par la sécurité d'approvisionnement. Donc, toute la planification pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de délestage ou qu'on augmente les services et qu'on améliore les services, l'accès universel. La compétence opérationnelle des sociétés, c'est aussi très important. Donc, toutes les sociétés ont des problèmes de gouvernance. Donc, comment on fait pour avoir un cadre de gestion qui puisse atteindre les objectifs? Est-ce qu'il y a, par exemple, des conseils d'administration? Est-ce que les gens sont qualifiés pour faire les postes? Est-ce qu'il y a des mesures à prendre? Est-ce qu'il y a des plans pour améliorer les performances et des KPIs, donc des cibles à atteindre? Donc, c'est un peu ça le genre de réforme que la banque fait. Donc, Laura, ma collègue, vous a donné beaucoup de liens. Il y a des exemples dans ces liens si vous cherchez de projets et vous cherchez des appuis budgétaires, ça vous donnerait beaucoup plus d'idées. Mais ça, je voulais vous présenter un peu une façon générique le genre de réforme sur laquelle on s'appuie. Une autre matière à être très optimiste en Afrique de l'Ouest, c'est et la Banque a beaucoup supporté le programme d'intégration régionale, c'est-à-dire du marché d'électricité régionale en Afrique de l'Ouest. Donc, aujourd'hui, vous voyez dans cette carte qu'il y a à peu près 9 lignes qui sont en bleu foncé où il y a déjà des échanges entre les pays. Notamment la Côte d'Ivoire, le Burkina et même le Nigeria vers ces pays, ses voisins de l'Ouest et tout ça. Et juste, présentement, il y a plusieurs projets qui sont en cours de construction, donc ceux qui sont en bleu clair et pointillé, c'est-à-dire que c'est des projets, il y a 5000 kilomètres de lignes qui sont en construction. D'ici 2024, tous les pays de l'Afrique de l'Ouest vont être connectés avec des connexions primaires. Cette carte représente à peu près la même superficie géographique que les États-Unis. Donc, c'est vraiment les premières lignes d'interco qui vont être financées et construites et réalisées d'ici 2024. Donc, en 2024, ce que ça veut dire, c'est que les pays peuvent développer des projets beaucoup plus gros et conséquents. Et parce que normalement, je vais donner l'exemple du projet de Mount Kofi au Libéria, c'est un projet d'hydro, et s'il se développe comme il est conçu aujourd'hui, le réseau du Libéria ne peut pas absorber toute cette énergie tout de suite. Donc, durant les premières années, ils peuvent exporter vers leurs pays voisins qui ont besoin d'électricité, et ça permet au pays de développer un programme beaucoup plus à l'échelle et beaucoup plus large. On vient, par exemple, aussi à la banque de financer un projet qui est allé au conseil approuvé lundi dernier sur le Burkina, où c'est un projet de parc solaire de 120 MW, de 120 MW avec 100 MW heure de stockage. Et ce projet aussi est assez gros. Donc, il est surdimensionné, mais si le réseau de distribution du Burkina ne peut pas absorber cette énergie, le Burkina pourrait partager l'énergie avec les autres pays. Donc, ça permet de faire des projets à l'échelle, de réduire, en fin de compte, les investissements parce que les pays ne doivent pas surdimensionner leur projet, leur plan de production pour des problèmes d'heures de saison de pointe. Donc, ça réduit les coûts de 25%, ça réduit les gaz à effet de serre, ça permet beaucoup plus d'intermittence. Donc, on peut accélérer l'énergie renouvelable dans la région. Donc, c'est vraiment... Je pense que j'ai un collègue qui a travaillé partout dans le monde. Il va prendre sa retraite l'année prochaine. Il me disait que c'était la chose la plus conséquente sur laquelle il a travaillé dans toute sa carrière. Donc, c'est vraiment quelque chose pour que les Africains devraient être fiers. C'est eux qui ont monté ce programme. La banque a financé à peu près 2,5 milliards de dollars dans ce programme, non seulement d'investissement, mais de réforme. Je voulais aussi dire, pour terminer, qu'il y a beaucoup de projets hors réseau. Je parlais du hors réseau des kits solaires et tout ça. Donc, on a un projet régional qui touche toute la partie d'Afrique de l'Ouest, qui couvre les 19 pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, qui s'appelle ROGEP, et il est maintenant en vigueur. C'est une ligne de crédit, donc pour les promoteurs de kits solaires,
qui n'auraient pas accès au financement, ben, c'est une façon d'accélérer, de s'assurer qu'ils aient des plus gros volumes d'achats. Et on essaie aussi de s'assurer qu'il y a un standard pour les produits solaires partout en Afrique de l'Ouest, donc que les investisseurs ne se retrouvent pas avec des différents standards entre ces pays, donc pour créer un plus gros marché. Donc, il y a ce genre de programme dans plusieurs autres régions de l'Afrique, notamment sur la RDC, l'Éthiopie, le Kenya et le Madagascar. Et de plus en plus, on a des programmes aussi nationaux sur les mini-réseaux. Donc, je vous laisse cette carte qui explique tout ça. Donc, juste pour terminer, pour dire que les volumes d'investissement, je parlais au début qu'on pense qu'on a besoin de 95 milliards d'investissements en Afrique de l'Ouest pour atteindre l'accès universel. La Banque mondiale a présentement un portefeuille de 7,6 milliards de dollars dans le secteur d'électricité dans l'Afrique de l'Ouest, qui comprend presque 1 milliard de dollars sur des réformes, mais le reste sur des investissements propres et des garanties, tout ça. Donc, alors, c'est un pourcentage, mais l'idée, c'est que quand on investit dans un pays, on essaie justement de renforcer, d'accélérer, de renforcer les réformes pour que la société soit viable et le secteur soit financièrement viable pour attirer des investisseurs privés. Et en fin de compte, on appuie les pays pour développer leur planification pour qu'ils puissent accélérer la transition énergétique. Donc, c'est un peu ça notre programme. J'ai vu le président de la banque qui est allé à une réunion du G7 sur le financement qui disait que la banque va continuer à appuyer les pays d'Afrique de l'Ouest, mais augmenter ses volumes d'investissement en Afrique de l'Ouest sur l'énergie. Donc, je voulais mentionner ça. Et le tout dernier point que je voulais dire, c'est que, comme je disais au début, tous ces investissements sont faits avec des analyses techniques pour identifier pour conceptualiser les investissements et les réformes. Et c'est fait à travers d'assistances techniques qui, des fois, sont faites par la banque, par le staff de la banque, et des fois, c'est fait par le pays. Donc, il y a des différents modèles. Mais on est surtout appuyé par un programme qui s'appelle ESMAP, qui est un programme qui a beaucoup d'informations et beaucoup d'analyses qui sont faites, qui sont publiées. Et je voulais signaler que le Canada est membre de ESMAP. Donc, on est très, très content de cet appui et ça nous aide beaucoup en Afrique de l'Ouest sur nos programmes en accès à l'électricité. Voilà, donc c'est ça, j'ai terminé. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Cormier, et pour ce partage enrichissant. Et j'espère aussi que le public a pu en profiter et en apprendre plus sur les opportunités en Afrique du côté secteur énergétique. Je souhaite aussi remercier Madame Mann et Madame Dorling pour vos interventions. Alors, nous sommes maintenant à la période des questions. Nous allons prendre quelques questions. Je vois quelqu'un qui a la main levée en ce moment. Je vais vous demander de vous écrire, s'il vous plaît, votre question dans la boîte Q&A ou QER si votre Zoom est en français. Donc, une question pour vous, Monsieur Cormier. Alors, on se demandait avec quel pays la Banque mondiale travaille sur des réformes pour attirer les secteurs privés. Bon, alors, c'est une bonne question. En Afrique de l'Ouest, présentement, je pense qu'on a des programmes de réforme dans presque tous les pays, mais j'allais dire que dans les 12 prochains mois, je pense que ce que je vois, ce sont des réformes au niveau régional, par exemple, pour que le marché de l'électricité fonctionne. On a un appui budgétaire régional qui appuie 6 pays, notamment la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Libéria, le Sierra Leone, le Mali et la Guinée. Mais sur le niveau national, pour améliorer l'accès à l'électricité, il y a des programmes importants de réforme. Il y a eu un gros programme au Nigeria qui a été au Conseil il y a très dernièrement, donc qui va être en vigueur, où on a un gros programme de réforme. Il y a le Tchad, le Mali, la Guinée, le Sénégal, le Togo, le Bénin, donc c'est presque partout. En fin de compte, c'est très difficile à prévoir quand on va au Conseil parce que ça dépend justement qu'on se met d'accord avec un pays sur les genres de réformes qu'il faut faire et on va seulement au Conseil, on fait un appui une fois que les réformes sont faites. Donc, c'est un peu comme ça. Mais je voulais dire qu'on travaille
dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que, hormis un ou deux, on est dans tous ces pays sur les réformes présentement. Merci. Et puis, donc, je pense que c'est tout. On avait une autre question, mais je peux y répondre. Ah, OK, on a la question de Yaovi Buka qui avait levé la main. Donc, c'est la dernière question qu'on va prendre sur les dispositions réelles prises en matière de collaboration entre le secteur privé, le secteur public et les agences multilatérales suite à la COVID. Donc, j'imagine, M. Cormier, Yaoki aimerait savoir peut-être par rapport à la COVID, donc quelles sont les dispositions qui ont été prises? Oui, non, c'est une bonne question aussi parce que je disais au début que la COVID a vraiment eu un impact sur la trésorerie des sociétés, c'est vrai, et on n'a pas pu, c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de voyages et je vois pas beaucoup, on ne voit pas trop de privés qui sont sur le terrain. Je pense que alors, dans plusieurs pays, on a eu des appuis budgétaires pour les appuyer justement sur la perte de revenus. Donc, la banque a appuyé certains pays sur plusieurs pays pour justement ce qu'on appelle les appuis budgétaires COVID. Dans les sociétés d'électricité, on a refait toute une analyse sur chaque société pour comprendre quelle est la trésorerie et les problèmes de trésorerie. Et on a une discussion avec chacune d'entre elles pour voir comment on peut restaurer, disons, reprendre l'équilibre financier. Donc, on a vraiment des discussions, c'est vrai, juste entre le public. Avec le privé, on a fait ce que tout le monde fait, c'est-à-dire qu'on fait des missions virtuelles, on a des colloques dans les pays, justement, comme on fait ici avec des conférences des visioconférences. On a eu des tables rondes, par exemple, entre bailleurs et privés au Niger, ou en affaires en Mauritanie en novembre, au Tchad en décembre. Et donc, il y a quand même, on utilise les outils qu'on a durant le confinement, donc on a un dialogue qui continue, mais c'est avec des instruments comme on fait aujourd'hui, donc c'est un peu ça. On espère reprendre l'émission bientôt, mais on sait tous qu'on dépend des pays qui ont leur propre directive et leur propre politique, donc on va suivre ça, mais même on continue notre travail avec ou sans des réunions face à face, quoi, donc c'est ça. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, M. Cormier, Mme Mann, ainsi que Mme Dorling. Ce fait un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui. J'aimerais vous remercier pour votre très précieuse collaboration et vos explications qui ont été très claires. Donc, je suis certaine que vous avez apporté des outils fort pertinents pour nos participants ce matin. J'aimerais aussi mentionner à tous les participants, donc je vois d'autres questions. Donc oui, nous allons vous envoyer les diapositives et ceux d'entre vous qui se demandent comment vous pouvez collaborer avec la Banque mondiale. Alors, dans le courriel de suivi que vous allez recevoir demain, vous allez avoir nos coordonnées et je vous invite à m'écrire directement ainsi que à Mme Dorling ou à Julie Mann. Et nous allons pouvoir vous mettre en contact avec, selon vos projets, avec les bonnes ressources et on va pouvoir aussi vous guider. Alors, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Je vous demanderai, avant de quitter, vous allez recevoir un sondage qui va apparaître dans votre furteur, un sondage de satisfaction en quittant. Donc, ça nous aidera à mieux comprendre vos besoins et améliorer les événements futurs. Donc, s'il vous plaît, si c'est possible, de le remplir. Alors, merci encore à tous. Merci, donc, chers panélistes et distingués invités. Ce fait un plaisir de modérer ce webinaire avec vous. Et j'espère vous revoir dans nos prochaines activités. Passez une excellente journée. Merci, Dina.